19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 25 août 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekol Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournant la page TLP Niger, vont passer leur 161e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Wallam et Kolo. C'est dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Lancement ce matin au Palais de Congrès de Niamey des activités de la 5e édition Tour d'Excellence. Cette édition, dont la promotion est composée de 107 élèves venus des 8 régions du Niger, porte le nom de Seylda Mokhtar. Cérémonie patronnée par la première dame Aïssata Issifou et parrainée par Mokhtar Mamoudou, président de la délégation spéciale de Niamey. Le compte rendu de Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. C'est au total 105 jeunes figurant sur la liste des meilleurs élèves au Niger à faire partie du voyage Tour d'Excellence. Ce dernier vise à cultiver l'esprit d'entreprise dans les écoles, mais surtout promouvoir la culture d'excellence. Ces vacances, nous profitons pour faire visiter aux jeunes Nigériens qui se sont démarqués par leur talent des industries nigériennes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Tour d'Excellence, c'est la promotion de l'esprit d'entreprise. Au cours de leur séjour, ils visitent des personnalités économiques, ils visitent des personnalités politiques pour accroître leur talent de leader. Au cours de ces séjours, ils auront l'occasion, pour une fois, de visiter une nouvelle école qui vient de naître. C'est l'école de codage que ainsi le CIPMEN, l'Université africaine, a mis en place il y a quelques mois de cela. Cette activité a été rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires. JAPOS effectivement s'est positionné pour accompagner cette initiative qu'on trouve excellente. Pourquoi on a fait la petite remarque que c'est vrai qu'on peut être excellent dans l'apprentissage scolaire, dans l'apprentissage pédagogique et la formation, mais on peut se retrouver malheureusement dans une situation où on ne s'est pas bien orienté et où on rate une vocation. Donc il est important d'inoculer, comme a dit la promotrice de Talbot, en tout cas pour ceux qui ont l'un dans leur âme, la perspective d'être entrepreneur. Ces 105 élèves venus de 8 régions du Niger ont tenu à saluer cette initiative. Permettez-moi tout d'abord de remercier Mme Radia Abdika qui a fondé les Tours d'Excellence depuis 5 ans maintenant. Dans le but de marquer les excellents et encourager les autres à faire comme ou mieux que nous. Je remercie aussi le président de la République, la première dame Haja Aïssata Issifou, le gouvernement de la République du Niger, ainsi que tous ceux qui ont accepté de parrainer les enfants au Tour d'Excellence jusqu'à ce jour. Cette 5e édition du Tour d'Excellence est patronnée par la première dame Aïssata Issifou. Ma présence parmi vous ce matin témoigne à plus d'un titre mon engagement personnel, surtout quand il s'agit de l'avenir de la jeunesse nigérienne. Je salue et encourage toute initiative qui favorise la promotion du savoir basé sur l'excellence, particulièrement le Tour d'Excellence qui suscite une émulation et développe la culture de la citoyenneté, passant par le travail, le mérite et le leadership transformationnel de la prochaine génération de leaders que constituent les enfants d'aujourd'hui. Une semaine durant, ces 105 élèves, parmi lesquels figurent 37 filles, verront leurs capacités renforcées et cela dans divers domaines. Pour cette édition, la promotion portera le nom de Seydel Mokhtar, celui-là même qui a organisé la conférence de l'Union africaine tenue ici même à Niamey.
Cérémonie de lancement ce matin de la première session ordinaire du Comité national de sécurité nucléaire au titre de l'année 2020. Cette session, la première du genre de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique HANIA, se déroulera du 25 au 27 août. Précision avec Ali Cissé et Sadoudoumi. Cette première session ordinaire du Comité national de la sécurité nucléaire se déroule une semaine après la première session ordinaire du Comité technique et scientifique consultatif au titre de l'année 2020, à l'issue de laquelle les participants avaient unanimement reconnu que les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, des mines, de l'énergie et de l'environnement peuvent être davantage dynamisés par l'application des sciences et techniques nucléaires, ce qui aura un impact positif sur l'indice de développement de notre pays. Ousmane Issouf Oubondo, qui est président de la haute autorité à l'énergie atomique, décline les points qui seront abordés au cours de la présente session ordinaire du Comité national de la sécurité nucléaire. Comme vous le savez, il ne peut y avoir de développement dans les applications pacifiques des sciences et techniques nucléaires sans sécurité nucléaire. C'est pourquoi notre session aura à traiter, entre autres, des sujets relatifs à la radioactivité, la radioprotection, la sécurité nucléaire. Deuxièmement, la stratégie de sécurité nucléaire. Troisièmement, l'élaboration d'un plan de développement des capacités. Enfin, il est à noter que cette première session ordinaire du Comité national de la sécurité nucléaire s'étalera sur 3 jours. Le palais des congrès a servi de cadre ce matin à un atelier portant sur la réflexion des textes juridiques relatifs à la protection de la jeune fille au Niger. Un atelier organisé par la médiature en collaboration avec l'ONG internationale World Vision. Asma Sedou, Cheboudisso. Protéger la jeune fille sur la base des textes juridiques, c'est l'objectif visé à travers ce présent atelier initié par la médiature de la République sous le thème « Harmonisation des textes juridiques du Niger sur la protection de la jeune fille avec les textes régionaux et universels ratifiés par le Niger ». World Vision est une organisation non gouvernementale représentée au Niger depuis 1995. Ces activités s'articulent autour de la sécurité alimentaire, de l'éducation, de la santé, de la nutrition, du secours d'urgence, protection d'enfants, eau et assainissement, et le plaidoyer en faveur des communautés vulnérables. Le mot d'ordre, c'est le bien-être de l'enfant. Le thème phare étant de plaider contre le mariage des enfants. Durant ces années de campagne, World Vision a travaillé étroitement avec toutes les parties prenantes pour réduire le mariage des enfants, filles et garçons, âgés de moins de 18 ans, dans ces programmes de développement en vue de leur bien-être. Nous sommes optimistes qu'un changement est possible pour renverser la tendance. Le Niger occupe la très peu enviable première place mondiale en termes de mariage d'enfants, avec 76% d'enfants qui se marient avant l'âge de 18 ans. Comme en témoignent ces présentes assises et bien d'autres actions entreprises par les plus hautes autorités du pays, nous sommes confiants que cette situation peut s'inverser. La question du mariage de la jeune fille, une véritable préoccupation pour l'État du Niger qui malheureusement enregistre un des plus forts taux avec des conséquences multiples. Le Niger, notre pays, détient le triste record mondial du plus grand taux de mariage des enfants au monde. Selon une étude de l'UNICEF datant de 2016, 75% des filles sont mariées avant leur 18e anniversaire. 28% d'entre elles sont même devenues épouses avant l'âge de 16 ans. Les causes de cette pratique sont nombreuses. Autant les causes sont nombreuses, autant les conséquences sont multiples. D'abord, sur le plan éducatif, le mariage précoce est une source de déscolarisation qui prive la société d'un mérite, celui d'avoir une femme instruite, éduquée, formée et diplômée, mais surtout une femme apte à contribuer intellectuellement et professionnellement
au développement du pays. Ensuite, du point de vue de la santé, le mariage précoce peut sans aucun doute mettre à mal la santé de la reproduction. Notons que cet atelier organisé par la médiature de la République en collaboration avec l'ONG internationale World Vision Niger durera 2 jours. L'école supérieure de commerce, d'administration et d'entreprise SKE a procédé ce matin au lancement des épreuves des examens de licence des sciences comptables et financières au titre de l'année académique 2019-2020. Ils sont au total 100 candidats inscrits. N'est-ce pas, Hamza Sakou et Abouakar Souley? Au terme de cette année académique 2019-2020, à l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE, 100 étudiants dont 60 Ivoiriens sont inscrits pour les examens de licence des sciences techniques comptables et financières LSTCF. C'est avec les épreuves de comptabilité générale approfondie qu'a débuté ces examens. Chaque année, nous organisons pour les jeunes de la sous-région un diplôme qui s'appelle la licence des sciences techniques comptables et financières, reconnu par l'État du Niger, reconnu par le CAMES et surtout reconnu par l'enseignement supérieur français, ce qui donne à ce diplôme-là une reconnaissance presque planétaire. Et voilà pourquoi chaque année, ces étudiants-là qui viennent de toute la sous-région convergent vers Niamey pour obtenir ce fameux diplôme. L'SKE de Niamey est connu dans toute l'Afrique francophone. Nos diplômes sont reconnus dans toute l'Afrique francophone et au-delà. C'est pourquoi les étudiants font le sacrifice de venir chercher le sacrifice de leur vie, puisqu'ils viennent dans des conditions difficiles. Ils viennent quand même chercher un diplôme. Pour ces étudiants qui se disent confiants, les épreuves sont abordables. On est ici pour composer l'examen de LSTCF, qui est licence en sciences techniques comptables et financières. Et on vient de recevoir l'épreuve de comptabilité approfondie, qui est la première épreuve. Et je dois admettre que c'est vraiment abordable puisqu'on a pu avoir une bonne formation. On a suivi des TD avec le professeur. Donc ça va aller, c'est abordable vraiment. Nous avons choisi l'SKE parce que les diplômes sont reconnus par le CAMES, par l'État et par les institutions supérieures françaises. Victor Akessé remercie les parents d'étudiants qui ont fait confiance à son école en envoyant leurs enfants pendant cette période de coronavirus pour ces examens qui dureront une semaine. Réunion hier du bureau politique national du Modène Fa Lumana, une rencontre pour annoncer la fin des hostilités entre les deux blocs en conflit depuis plus d'un an. Une réconciliation qui intervient à quelques mois des élections générales au Niger. Reportage Hassan Saleh Mustafa sur les images de Canal 3 Niger. C'est un fait rare sur la scène politique au Niger. Deux camps en conflit d'une même formation politique se retrouvent sur la même table pour enterrer leur hache de guerre. En tout cas, le principal parti de l'opposition, le Modène Fa Lumana, divisé pendant plusieurs mois entre le camp Oumar Noma, président par intérim, et celui des membres du bureau politique national qui se sont lancés des flèches avant de se retrouver ce lundi 25 août 2020 pour mettre l'intérêt du parti au devant à quelques mois des élections générales. Une rencontre qui vient ainsi redonner de l'espoir aux militants restés aussi divisés. Il n'est un secret pour personne que depuis quelque temps, c'est le propre de la vie. Le Modène Fa Lumana Africa est traversé par un certain nombre de phénomènes de contradiction. La grandeur d'un pays, la grandeur d'une responsabilité. Responsabilité à laquelle nous aspirons. Et Inch'Allah, on y arrivera. Commande que chaque fois qu'il y a des soubresauts, que ceci puisse être maîtrisé et réglé de façon interne. Aujourd'hui, je suis heureux particulièrement de dire aux militantes et aux militants du Modène Fa Lumana Africa, particulièrement ceux qui sont très loin, qui sont dans les confins du Niger, aux militantes et aux militants du Modène Fa Lumana Africa de la diaspora, aux militantes et militants du Modène Fa Lumana Africa malades, emprisonnés
ou dans des difficultés multiples parce que tel l'a voulu le pouvoir en place, de leur dire que leur famille se porte bien. L'affaire qui a secoué le moderne FA Lumana était devant le juge jusqu'au 5 août dernier où la justice a confirmé Oumar Noma président par intérim. Celui-ci doit en principe donc convoquer dans les jours à venir le congrès ordinaire du parti pour désigner le candidat du parti à la présidentielle. Aujourd'hui, tout est derrière nous. Et le moderne FA Lumana Africa avance. En août 2019, les deux blocs du parti ont organisé parallèlement deux congrès. L'un à Dosso par Oumar Noma et l'autre à Niamey convoqué par le bureau politique national. Tous dans leur résolution, ils ont réaffirmé leur soutien au président du parti Hama Amadou hors du Niger à l'époque. Lumana, réunifié, renouvela-t-il une fois de plus sa confiance au président Hama qui a été condamné à 1 an de prison ferme dans une affaire de supposition d'enfants, par conséquent frappé par l'article 8 du code électoral. Le parti Rassemblement National Africain RANA a déjà 1 an d'existence. À cette occasion, une cérémonie a été organisée le samedi dernier au siège national du parti. Précision dans cet élément. Ils sont nombreux, les militants et militantes du parti Rassemblement National Africain pour un Niger prospère dans une Afrique forte, RANA, à assister à ce premier anniversaire du dit parti. Cela fait 1 an jour pour jour que RANA a été créé et pendant cette première année d'existence, le parti a connu plusieurs événements. Des événements rappelés par le directeur de campagne de RANA. Son congrès tenu au mois de décembre qui a vu la consécration de la candidature de son Excellence Dr Hamid Mamadou pour les élections présidentielles de 2021. Le président a eu à faire plusieurs tournées régionales à l'intérieur du pays pour s'enquérir des différentes problématiques auxquelles font face les citoyens nigériens. Au-delà de ces deux activités majeures, il y a eu beaucoup de travail de terrain qui a été fait, notamment la mise en place des structures locales, sous-régionales, régionales. Et pratiquement sur toute l'étendue du territoire national, RANA est implanté. Donc il y a un ancrage national qui a été fait au niveau du parti. Ce qui est à mettre à l'honneur de RANA parce qu'il y a un parti qui a juste 12 mois d'existence, qui a eu l'audace de mobiliser toutes les ressources humaines et toutes les ressources financières, matérielles nécessaires pour procéder à la mise en place. Je dis bravo pour ce parcours en 12 mois d'existence. C'est aussi l'occasion pour Aliou Aboulé de rappeler l'objectif que s'est assigné le dit parti. Nous allons être présents sur toute l'étendue du territoire national pour les élections locales, municipales, législatives et évidemment la présidentielle. Nous allons faire une concurrence avec des partis qui ça fait longtemps qu'ils existent. Nous sommes conscients de la réalité. Notre jeunesse de parti, parce qu'il a juste 12 mois, n'est pas un obstacle pour pouvoir espérer un score honorable. Nous avons toute une stratégie de campagne que nous allons dévoiler en temps réel parce que nous ne sommes pas encore en campagne. Nous n'allons pas vous livrer la batterie, tout l'arsenal qui est derrière notre stratégie de campagne. Mais soyez sûrs d'une chose, nous créons la proximité avec le citoyen. Nous créons cette connexion avec le citoyen. Nous sommes au service du citoyen. Notre politique est axée sur l'appui aux plus nécessités. La présidente a quant à elle remercié tous les militants de RANA pour avoir répondu présent à l'invitation. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Mon intervention s'articule sur 2 points. L'anniversaire du parti et les prochaines élections. C'est par leur assistance massive à cette cérémonie de célébration du premier anniversaire de RANA que les militants et militantes montrent leur engagement à soutenir le parti pour les prochaines élections. La partie magazine de cette édition est consacrée à l'analyse du politologue professeur Issifou Yaya sur la situation au Mali. Très bonne réception à vous. Que ce qui est arrivé au Mali était prévisible. À partir du moment où, depuis des semaines, des mois, que les Maliens battent le pavé
pour mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la gestion familiale des affaires de l'État, à la gabegie, à la corruption, au trafic en tout genre perpétré au sommet de l'État. À partir du moment où les Maliens ont vomi ce régime, je pense que le reste n'est que prévisible et le fait que les militaires soient descendus dans l'arène, comme on dit, n'est que la conséquence logique de ce à quoi il fallait s'attendre. Maintenant, que certains, en particulier les chefs d'État de la CEDEAO, s'agitent, je pense qu'ils s'agitent pour eux-mêmes que pour le peuple malien. Vous savez, l'armée, c'est la seule force organisée qui est soucieuse en principe de l'intérêt général. Donc des gens qui mettent en péril leur vie pour protéger les personnes, les biens et l'intégrité du territoire. Le Mali est malade depuis presque 10 ans et tout le monde connaît le rôle des uns et des autres acteurs nationaux comme internationaux dans ce délitement, dans cette déliquescence d'un État qui, il y a encore une vingtaine d'années, était la référence en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Alors, que les militaires descendent donc, disais-je, c'est la suite logique à un climat socio-politique, socio-sécuritaire qui est de plus tendu, de plus mauvais. On ne peut pas avoir aujourd'hui un pays qui égale en termes de mauvaise gouvernance, en termes de dérive sur le plan même de la cohésion sociale, le Mali. Toutes les tueries qu'il y a eu en amont intercommunautaire, elles sont déplorables. Les djihadistes qui occupent quasiment les 2 tiers du territoire, c'est déplorable. Maintenant, à cela s'ajoute une gouvernance qui est piètre. Et peut-être que le Mali n'est pas le seul pays mal gouverné. Tous les États de la CEDEAO partagent le même diagnostic que le Mali. Et ce sont ces mêmes chefs d'État qui, en 2012 déjà, voulaient se substituer aux Maliens pour régler le problème du Mali en lieu et place des Maliens. On sait ce qu'il est arrivé 8 ans après. La CEDEAO a pris fait et cause pour un homme à la place d'un peuple. Et que les chefs d'État, au lieu de voir l'intérêt du Mali, l'intérêt des Maliens, ont préféré voir l'intérêt du seul Ibrahim Boubacar Keïta, dont le peuple n'en voulait plus. Alors moi, je ne sais pas quel est le raisonnement de ces chefs d'État qui dirigent des pays dans lesquels ils ne sont peut-être pas au courant de ce que vivent leurs concitoyens. Les Maliens ont été courageux et il faut saluer au passage l'attitude de démocrate du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a eu une porte pour sortir dignement, parce que quand le peuple vous vomit, mieux vaut partir, puisque tôt ou tard, ou ça finira en bain de sang et que, in fine, vous êtes dégagé, ou bien vous partez le plus tôt pour rendre service à votre peuple. Mais là où il faut quand même, je dis saluer Ibrahim Boubacar Keïta, c'est qu'il est beaucoup plus démocrate que tous les autres chefs d'État de la CEDEAO. Je ne pense pas qu'il y ait un prisonnier politique au Mali. Je ne pense pas qu'il y a des soi-disant fameux coups d'État fomentés qui ont occasionné l'emprisonnement de beaucoup de militaires. Je ne pense pas qu'il y a des acteurs de la société civile en prison au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a laissé se jouer le jeu de la démocratie. Il a respecté les libertés individuelles et les libertés collectives, ce qu'on ne voit pas dans la plupart des pays de la CEDEAO. Prenez le cas de notre pays, des acteurs de la société civile qui n'ont fait qu'exercer des droits constitutionnels sont en prison dans leur 6e mois. Il n'y a pas ça au Mali. Donc Ibrahim Boubacar Keïta a eu l'occasion de sortir la tête haute. Je pense que c'est la médiation de la CEDEAO qui a
probablement empêcher qu'il s'en aille dignement maintenant qu'elle s'achemine vers des sanctions. Alors je pense qu'elle est en train peut-être de vivre sa survie en tant qu'institution respectée, institution sous-régionale. Je pense que c'est valable pour la CEDEAO, c'est valable pour tous les pays. Quand il y a une décision à prendre, il faut la prendre avec intelligence. Et en l'espèce ici, les chefs d'État de la CEDEAO sont en train d'agir sous l'effet de l'émotion et de l'impulsion. Or, aucune décision sage ne viendrait de l'émotion ou je pense que ce n'est pas le bon timing pour prendre une décision. Impulsion, non. Alors, la CEDEAO veut rendre service à qui? Pour moi, c'est le questionnement fondamental. Si elle veut rendre service aux Maliens, il y a une attitude qu'elle doit prendre. Si elle veut rendre service à Ibrahim Boubacar Keïta, il y a une attitude qu'elle doit prendre. Si elle veut rendre service aux terroristes, il y a une attitude qui se dégage de sa prise de position. En l'espèce, le fait qu'elle ait décidé de sanctionner le peuple malien fait de la CEDEAO quasiment un allié d'un seul homme au détriment du peuple et d'un contexte sécuritaire dégradé au détriment de ceux que les militaires ont mis en avant pour préserver le peu qui reste de leur pays. Je pense qu'on ne peut pas être plus malien que les Maliens. Mais agir sous l'émotion, sur l'impulsion, je pense que c'est se mettre du côté des terroristes, du côté de quelqu'un qui a mal dirigé son pays, qui a perdu toute crédibilité à l'intérieur de son pays, comme à l'extérieur. Il n'y a que les seuls chefs d'État de la CEDEAO qui ne prennent pas la mesure, tout simplement peut-être parce qu'ils partagent la même malgouvernance chez eux, la même petite dictature chez eux que Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, la CEDEAO avait beaucoup de mécanismes sur le papier. Elle n'a pas su faire face de manière responsable à la crise déjà en 2012. Elle est même elle fait partie de ceux qui a exacerbé cette tension. Les fameux mécanismes de règlement de conflit, aucun n'a marché. Et maintenant, on vient sanctionner les Maliens parce qu'ils ont vomi un seul homme. Je pense que c'est vraiment démesuré et que la CEDEAO va perdre crédibilité parce que les Maliens sont allés très loin pour que des sanctions les fassent plier. Je pense que beaucoup ont applaudi des coups d'État. Tout dépend du contexte. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Pour l'instant, rien. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quelle a été la réaction de la CEDEAO? En Guinée, quelle a été la réaction de la CEDEAO? Alors, je pense que les gens ont peur pour eux-mêmes que pour les Maliens. Parce que les Maliens n'ont plus peur, ils sont descendus dans la rue pour que cela change, pour sauver le peu qui reste de leur pays. Je pense que c'est tous ces chefs d'État qui ont beaucoup brillé par leur incompétence. Je pense qu'ils doivent beaucoup réfléchir avant de proposer quelque solution que ce soit. Si elles n'engagent pas les Maliens, je pense qu'elles sont vouées à l'échec et c'est même l'institution en tant que, on va dire, organe respecté qui est en train de se saborder. Il ne faut pas confondre les déclarations de principe et les déclarations impulsives, les déclarations qui sont le fait peut-être de quelques personnes. Regardez la première action du Nigeria. Il dit que lui, il n'enverra pas ses militaires pour faire quoi que ce soit au Mali. Le Nigeria a fait la paix dans beaucoup de pays au sein de la CEDEAO.
qu'ils se comportent parce que au moins il y a un chef d'État qui est lucide, qui n'est pas impulsif, qui sait ce qu'est la volonté populaire. On ne peut pas aller contre la volonté populaire. Ça s'est démontré au Burkina, aujourd'hui c'est au Mali, demain peut-être c'est ailleurs. Je pense que la leçon qu'il faut tirer, c'est que tous ces chefs d'État, dans lesquels, qui sont à la tête des pays dans lesquels les citoyens vivent mal, dont ils ignorent tout de la vie du citoyen, je pense qu'ils doivent réfléchir 2 fois sur la manière dont ils se comportent à l'intérieur de leur pays. La junte, elle s'installe. Ce n'est pas la première fois qu'on voit une junte s'installer. Je pense que nous devons nous regarder nous-mêmes au Niger. La junte s'installe et elle se met au service de l'État malien en ayant demandé aux acteurs internationaux d'accompagner le Mali. Les militaires n'ont pas dit de les accompagner, mais d'accompagner le Mali. Et qu'ils reconnaissent tous les traités internationaux ratifiés par leur pays. Ils semblent donner les gages d'une volonté d'aller de l'avant que de mettre leur seul galon, leur seul grade en avant, et je pense que c'est un peu prématuré de juger ce à quoi va ressembler le Mali, mais je pense que ça ne peut pas être pire que ce que ça a été. Donc il faut leur accorder le bénéfice du doute et les prendre à la parole.